Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'UPAF. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous inviter à vous lever. Vous savez pour quelle raison nous sommes là, c'est pour rendre hommage non seulement aux héros de l'indépendance, à Moïse Mbembe, mais aussi en souvenir de tous ceux qui ont été massacrés il y a plus de 50 ans. Alors donc on va observer une minute de silence et puis on va commencer cette soirée. Merci. Alors, je suis très heureux d'accueillir à cette table des intervenants qui nous viennent de loin. Ils sont tous venus de France et pour deux d'entre eux, et l'un depuis le Sénégal. Donc, nous sommes vraiment très honorés de leur présence. On est aussi honorés de vous voir là et j'espère que nous allons passer une soirée très instructive, mais surtout et aussi très enrichissante. Oui. Donc j'aimerais passer la parole à Fanny, qui a été la maîtresse d'œuvre de cette manifestation et qui va vous présenter un peu comment va se dérouler cette soirée et puis l'introduire par un texte sur Ognobé. Merci. C'est bon? On m'entend bien? Alors bonsoir à tous et merci d'être venus. Je tiens également à adresser mes remerciements aux intervenants qui ont accepté avec enthousiasme de partager le fruit de leur recherche sur un sujet aussi important. Merci également à l'UPAF qui a accepté d'être l'hôte et l'organisateur principal de cet événement. Je tiens également à remercier nos sponsors Cash Express qui, pour la deuxième fois, finance cet événement sur l'histoire du Cameroun, et le restaurant Les 5 Sens qui nous accueillera après et où vous serez les bienvenus après l'événement. C'est là que les orateurs dîneront. Donc, je vais essayer d'être le plus concise possible parce qu'on a énormément de choses à écouter ce soir. Je vais juste me déplacer vers l'ordinateur parce que j'aurai des présentations à vous faire, mais vous me dites si vous ne m'entendez pas. Donc, déjà, je vais revenir peut-être sur la genèse de l'événement. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Pour les raisons qui m'ont poussé à le proposer à l'UPAF. Donc, déjà, la question du génocide avait été abordée par Thomas lors de notre précédent événement sur l'histoire du Cameroun en novembre dernier. Et donc, il avait déjà esquissé un début de point de vue qu'il me tardait d'entendre, de le voir développer. Et sinon, le 7 avril de cette année, comme beaucoup de personnes, j'ai écouté la radio et donc je suis tombée sur les commémorations du 20e anniversaire du génocide au Rwanda. Et quelle ne fut pas ma surprise d'entendre un intellectuel africain qui, à la radio, faisait une comparaison audacieuse entre ce qui s'était passé au Rwanda et ce qui s'était passé au Cameroun. Et en l'entendant, je me suis dit qu'on va lui couper le micro et puis qu'on va le jeter du studio et que ça en sera fini pour lui. En fait, non, il a pu continuer son intervention. Et j'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur lors du Salon du Livre à Genève. Et ce monsieur, donc, c'est monsieur Boris Diop, pour ne rien vous cacher. Et il a accepté donc de venir nous en dire plus également ce soir. Et quand j'ai appris que, en recevant la newsletter de l'UPAF, comme beaucoup d'entre vous, que l'UPAF préparait un cycle de conférences intitulé Génocide au singulier et Génocide au pluriel, dans la foulée des commémorations du génocide au Rwanda, revenait sur différentes tragédies qui ont touché l'Afrique, j'aurais proposé donc d'inclure le Cameroun à ce cycle de réflexion.
Donc comme vous le savez peut-être, cet événement il est co-organisé par l'UPAF et par le site Azania. Donc je vais vous dire juste 2 mots sur le site Azania. Donc voilà, ce site Azania, c'est un agenda culturel qui diffuse tous les événements liés à l'Afrique et aux Caraïbes organisés à Genève et environ. Donc il est divisé en différentes rubriques. Il a été nommé Azania en référence au nom que différents militants anti-apartheid voulaient donner ou redonner à l'Afrique du Sud. Parmi ces militants se trouvait un certain Steve Biko, dont l'action est aussi importante en Afrique du Sud que celle de Mandela, par exemple. Et dont, par exemple, son ami disait, donc là vous voyez une citation à l'écran qui est en anglais, que je vais vous traduire en français. Donc elle est extraite de la biographie qu'un des amis de Steve Biko a fait, et qui déclare « Biko soulignait toujours l'importance de l'engagement de la Convention du peuple noir à s'attacher au principe que l'Afrique du Sud du futur, Azania, ne devait appartenir ni à l'Est ni à l'Ouest. » Est et Ouest faisant référence au contexte de guerre froide. Le nouveau nom qu'ils avaient en tête pour leur pays était Azania. Donc c'était en l'honneur de ce combat-là que le site a été nommé Azania. Et pourquoi donc je fais un détour par Biko et par l'Afrique du Sud? C'est parce que Steve Biko, héros de l'Afrique du Sud, a été assassiné il y a exactement 37 ans, le 12 septembre 1977, pardon. Et donc c'est également pour lui qu'on a une pensée ce soir, et je vous invite également à faire de même. Donc voilà, pour revenir sur le Cameroun et sur Ouyobé. Voilà. Donc voilà, ma mission est de vous présenter en quelques grandes lignes le parcours de ce monsieur qui est emblématique de la lutte contre le colonialisme au Cameroun. Donc, est-ce qu'il y en a qui n'arrivent pas à voir ça? Je peux m'asseoir, hein. Alors, je vais vous lire une citation qui est la citation la plus célèbre d'Ouyobé. Je vais la lire à voix haute pour ceux qui n'arrivent pas à voir l'écran. « Tout est politique et tout s'encadre dans la politique. La religion est devenue politique, le commerce est politique, même le sport est politique. La politique touche à tout et tout touche à la politique. Dire que l'on ne fait pas de politique, c'est avouer que l'on n'a pas le désir de vivre. » Donc c'est une citation... C'est une phrase qu'il a prononcée dans le rapport présenté lors du 2e congrès statutaire de l'UPC, qui est son organisation. Maintenant, je vais vous lire ce qu'on disait de lui, et en l'occurrence, ce que disait de lui ce qu'on peut considérer comme ses pires ennemis, à savoir la police française. Alors, qui disait de lui que c'était un homme intelligent qui cherche à acquérir par lui-même une culture supérieure, consacrant toute son activité à créer de nombreux syndicats dont il est secrétaire général. C'est un membre très actif du mouvement démocratique camerounais, bien que ne paraissant être lui-même un élément dangereux. Il sort très peu, mène une vie retirée, ayant un noyau d'amis très restreint. Maintenant, pour ce qui est du Cameroun, pour les personnes peut-être qui seraient vraiment non familières avec cette région, le Cameroun, c'est le pays que vous voyez en rouge à la base de ce qu'on pourrait appeler le crâne de l'Afrique. C'est en Afrique centrale, dans le golfe de Guinée. C'est entouré par le Nigeria, le Tchad, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, le Gabon et la Guinée équatoriale. Pour ce qui est du statut administratif du Cameroun à l'époque qui va nous occuper ce soir, je n'ai vraiment pas rentré dans les détails, mais juste pour savoir les bases, c'est que le Cameroun était tout d'abord un protectorat allemand qui, lorsque l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale, est tombé sous la responsabilité d'une partie pour une partie du Cameroun sous la responsabilité de la France, la partie en bleu, la plus grande partie, et la partie en rouge est tombée sous la responsabilité du Royaume-Uni. Donc juste pour signaler que le Cameroun n'était pas une colonie, mais a quand même dû mener une lutte de libération. Donc je laisserai les orateurs vous rentrer dans les détails du statut particulier du Cameroun, mais c'est important de le noter quand même. Ensuite, là, ce que vous voyez au centre, c'est une région qui s'appelle la Sanaga maritime, donc, qui est une région qui sera un des principaux foyers de la rébellion au Cameroun contre le pouvoir colonial français.
C'est également la région natale d'Uniobé. Donc, comme je viens de le dire, c'était la région, c'est un des principaux foyers de la rébellion, avec ce qu'on appelle le pays Bamileke. Donc là, le pays Bamileke, je ne l'ai pas mis, parce que les orateurs vont revenir plus en détail dessus. Mais la Sanaga maritime, donc vous voyez que c'est une région qui est stratégique, parce qu'elle est située entre les deux principales villes du pays. Yaoundé, qu'on voit à droite, qui est la capitale administrative. Douala, qui est tout à gauche, qui est la capitale économique, et on voit un petit point rouge, Edea, qui est la capitale industrielle de l'époque, du moins. Et donc, au milieu de la Sanaga maritime, il y a une petite ville, une petite bourgade qui s'appelle Ezeka. Et voilà, j'ai voulu vous les montrer en image parce que c'est des noms que vous allez entendre souvent, donc c'est pas mal de situer où c'est. Notamment Ezeka et la Sanaga maritime, ça a été vraiment des points de tension. Et donc, comme je disais, c'est la région où Uniobé est né en 1913. Ce qu'on sait de son enfance, c'est qu'il est le fils d'un grand prêtre très respecté des religions dites traditionnelles, c'est-à-dire non monothéistes. Il fréquentera l'école de Fulassi, où il se fera remarquer très tôt pour ses capacités. C'est un élève qui est vraiment extrêmement doué. Cependant, ça n'empêchera pas qu'il s'en fasse exclure pour avoir dénoncé la qualité de la nourriture. Mais cette exclusion n'empêchera pas de réussir le concours pour devenir moniteur des écoles protestantes, et par un concours de circonstances que j'ignore, il finira par occuper la fonction de greffier. Entre-temps, pendant sa jeunesse, il aura mis un point d'honneur à occuper tous les espaces d'expression libre qu'il aura à sa disposition, donc les espaces qui lui permettront de rencontrer d'autres personnes, de partager ses opinions à propos du système, qui lui permettront de remettre en cause le système colonial. Et donc, naturellement, en juin 1944, il se rapproche à Douala, où il est basé, des milieux contestataires, on va dire, qui sont à cette époque fortement influencés par des Français d'inspiration marxiste. Donc, il finira par fréquenter ce qu'on appelle le cercle d'études marxistes, qui est en gros, ce sont des réunions organisées par un instituteur français dont l'ambition est de former les Camerounais, les indigènes, donc les Noirs, à la revendication syndicale, avec l'idée que de la revendication syndicale, on peut passer à des revendications plus larges. Et à cette occasion-là, parce que Uniobé fréquentera ces réunions assidûment, et il dira à cette occasion que c'est la première fois que je m'assois à la table d'un blanc. Je considère cela comme un grand événement au Cameroun, je ne l'oublierai pas. Et donc petit à petit, de fil en aiguille, il finit par diriger en 1947 l'Union des syndicats confédérés du Cameroun. Donc en gros, il finit par se retrouver à la tête de tous les syndicats du Cameroun. Et ce qu'il faut retenir d'Uniobé, c'est que c'est à la fois un militant et un intellectuel. Non pas que les deux notions soient contradictoires, mais lui, il est pleinement l'un et pleinement l'autre. Il est pleinement activiste, il est au milieu du peuple et il les exhorte à se battre pour leur dignité. Mais il écrit énormément, il a laissé une littérature vraiment abondante. Et c'est notamment pour sa plume qu'il se fait remarquer. Et il gravit les échelons du mouvement contestataire au Cameroun. Par exemple, en avril 1947, il se retrouve secrétaire général adjoint de ce qu'on appelle le Rassemblement camerounais, qui sera le tout premier... un des premiers embryons de mouvement nationaliste camerounais qui décide de se doter de son propre parlement, dont l'ambition est de se doter de son propre parlement, de son propre gouvernement, en disant voilà, on aura une instance qui sera dirigée par les Camerounais pour représenter les Camerounais. Malheureusement, le Rassemblement camerounais ne va pas durer longtemps, mais le 10 avril 1948, le mouvement nationaliste reprend de l'ampleur, avec la création de ce qu'on appelle l'Union des populations du Cameroun, dont vous voyez le drapeau à l'écran, l'UPC, dans un bar de Douala, par une dizaine d'intellectuels et de syndicalistes, dont les trois mots d'ordre sont il faut mettre une date à l'indépendance, parce que c'est un des points de tension entre les Camerounais et le pouvoir colonial, c'est que le pouvoir colonial français ne cessait de repousser au calendrier grec l'indépendance ou l'autonomie ou autre du Cameroun. Donc le mot d'ordre de l'UPC, c'est maintenant on veut une date. On veut également réunifier les deux Cameroun, on ne veut plus de Cameroun britannique ou français. On veut former un seul et même pays et améliorer le niveau de vie. Donc,
Il faut noter qu'Oumniobé est absent de la création de l'UPC. Il n'est pas là au tout début, donc il n'en est pas le père fondateur. Néanmoins, 7 mois plus tard, donc en novembre, il finit par être le secrétaire général de l'UPC. Et c'est comme cela, en tant que secrétaire général de l'UPC, qu'il va passer à la postérité. C'est qu'il va finir par incarner l'UPC, et c'est ce qui va aussi signer le début des problèmes pour lui, parce qu'à partir de là, il n'aura de cesse d'être traqué et pourchassé par les autorités militaires, civiles françaises, qui, par exemple, lui colleront un tas d'affaires judiciaires sur le dos pour l'empêcher d'exercer tout simplement son mandat. Donc du coup, Oumniobé mettra toute sa confiance à l'époque dans l'ONU, qui vient tout juste d'être créée, et il va inonder de lettres, de pétitions pour les avertir sur la situation réelle du Cameroun, parce que bien sûr la France a mis en place tout un système de désinformation pour dire que non, on ne gère pas le Cameroun comme une colonie, on est en train de les aider à s'autogérer. Et Oumniobé et d'autres avec lui vont inonder l'ONU de rapports, de pétitions pour dire que ce n'est pas vrai. Il va même finir par aller à l'ONU en 52, faire un discours, puis en 55. Et ces allégations seront constamment remises en cause, contredites par le représentant permanent de la France à l'ONU, un certain Jacques Kosciusko-Morizet, que les personnes qui sont familières avec la politique française connaissent peut-être, parce qu'il n'est autre que le grand-père de celle qui a failli devenir l'actuelle maire de Paris. Et en 1951, Oumniobé va se présenter aux législatives, mais de nouveau, l'administration française a usé cette fois-ci de fraude grossière pour l'empêcher de gagner. Et c'est à cette occasion qu'il prononcera cette phrase qui est à l'écran: « Moi, je n'ai à offrir aux électeurs ni apéritif ni dîner pour les intéresser à ma personne ». Une manière de dénoncer la corruption généralisée qui prévalait à cette époque-là. Alors là, à l'écran, vous avez une photo pas des pères fondateurs, parce que comme je disais, ce ne sont pas eux les pères fondateurs de l'UPC, mais ceux qui vont vraiment incarner l'UPC et qui continuent à l'incarner actuellement. Donc avec les lunettes de soleil, vous reconnaissez Oumniobé. Le petit bonhomme qui est sur notre droite, qui est à la droite d'Oumniobé, c'est Félix Moumié. Je vous les présente en gros parce que ce sont des personnages importants. Félix Moumié, on a fait déjà un événement en son honneur l'année dernière. C'est lui qui, en 1952, devient le président de l'UPC, alors que Oumniobé, lui, est secrétaire général. Et il le sera jusqu'à son assassinat à Genève même, en vieille ville, en 1960. À côté de Félix Moumié, donc le grand monsieur qui est tout à droite, il s'appelle Ernest Ouandié, qui deviendra donc président de l'UPC à la mort de Moumié, et qui lui sera assassiné en 1971, après une parodie de procès, qui l'accusera d'avoir comploté contre le pouvoir. Et son assassinat révoltera tellement un écrivain camerounais qu'il décidera de mener son enquête par lui-même, et le fruit de son enquête est compilé dans ce livre qu'on appelle Mamba sur le Cameroun. Cet écrivain s'appelle Mongo Betty. Et Mamba sur le Cameroun est vraiment un des ouvrages majeurs pour quiconque veut comprendre la période de la guerre d'indépendance et post-indépendance du Cameroun. Et ce monsieur Mongo Betty n'est autre que l'ancien époux de Madame Tobner, ici présente, qui a accepté de nous faire l'honneur de venir également partager ses lumières sur le sujet. Et le tout petit bonhomme, mais grand par la valeur, que l'on voit à gauche d'Oumniobé, s'appelle Abel Kingé, c'est lui qui représentera la session jeune de l'UPC. Donc maintenant, en 3 secondes, je vais juste revenir sur quelques dates clés de la guerre d'indépendance du Cameroun. Le Cameroun a eu ce qu'on pourrait appeler son mai 68, c'est le mai 55. Donc en mai 55, le Cameroun s'embrase pour différentes raisons. Il y a la visite du ministre de l'Outre-mer qui va déjà susciter la colère de l'UPC, parce que le ministre de l'Outre-mer va venir, en faisant fi de toutes les revendications d'indépendance du Cameroun, va venir pour un peu voir si ces sujets continuent à lui prêter allégeance. Du coup, l'UPC va faire des contre-meetings, d'autres manifestations plus ou moins spontanées vont émailler le pays. Donc le marché central de Yaoundé, il y aura des manifestations, les prisonniers de la les détenus de la prison de Noubel à Douala vont également se rebeller. Et donc ça bouge, ça conteste,
ça remet en cause et du coup il y a des émeutes et auxquelles la police française et l'armée même, si je ne dis pas de bêtises, va répondre par le sang. Et voilà, ce qui servira d'excuse au pouvoir français pour interdire l'UPC en juillet. Donc l'UPC n'a plus ce statut légal qui lui permet notamment d'aller à l'ONU et de dénoncer ce qui se passe. Donc elle est obligée de passer dans la clandestinité. Et donc c'est de là que, comme on va dire, le destin d'Ouniobé va basculer. Lui était déjà caché, même avant mai 55, il était déjà caché dans ce qu'on appelle le maquis, la forêt, donc en Sanaga-Maritime, sa région natale que je vous ai montré au tout début. Il est déjà caché là-bas parce qu'on lui avait, après une énième arrestation, après une énième dénonciation calomnieuse, il avait senti le vent tourner et donc il s'était réfugié, là dans son fief où il continuait d'être protégé. Ces trois lieutenants que je vous ai présentés, eux, vont fuir dans le Cameroun britannique et devenir ce qu'on appelle le trio de Kumba, qui n'aura de cesse, à partir du moment où l'UPC est interdite, de réclamer une lutte armée. Ce à quoi Ouniobé se refuse résolument, parce qu'il continue à croire aux négociations, à la rhétorique. Et cependant, c'est en 1956 que l'UPC va passer à la lutte armée à l'occasion d'élections qui jugeront frauduleuses. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ces élections, mais voilà, le but était en gros de faire élire, entre guillemets, des personnes qui seraient censées représenter les Camerounais, mais qui en fait auraient été des agents cachés de la France. Donc du coup, l'UPC décide de boycotter ces élections, mais de faire ce qu'on appelle un boycott actif, en gros de le saboter, faire en sorte qu'elle n'ait pas lieu. Et donc c'est la toute première action, le 18 décembre à 18h 1956, l'UPC fait dérailler des trains, fait exploser des bombes, si bien que les élections même à Ezeka n'ont pas lieu, elles sont annulées. Et donc à partir de ce moment-là, la répression d'un monsieur qu'on appelle Pierre Mesmer, qui est le haut-commissaire de la République au Cameroun, va être ultra violente, va être vraiment brutale. En réponse à ces quelques bombes, il y a eu aussi des pertes humaines causées par l'UPC. Pierre Mesmer va répondre par une répression indiscriminée, c'est-à-dire qu'en gros, il envoie les troupes tirer dans le tas, traquer les paysans, traquer les civils, raser des villages, torturer, pour que la population, d'une part, se désolidarise de l'UPC, et de deux, disent où sont cachés les combattants. Mais ce que ça provoque majoritairement, donc c'est une fuite de la population dans les maquis, soit pour fuir les tortures, soit pour rejoindre les combattants. Et on ne sait pas encore à l'heure actuelle le bilan chiffré, mais c'est probablement, vraisemblablement des milliers et des milliers de morts. Cependant, donc en septembre 58, j'arrive à la fin. L'armée française finit par arriver à ses fins, elle met la main sur un groupe de combattants qui est caché et certainement en les torturant, elle arrive à leur extorquer des aveux pour savoir où se trouve Ouniobé, qu'ils retrouvent donc le 13 septembre 58, c'est pour ça que nous avons cet événement aujourd'hui le 12, qu'ils retrouvent désarmés mais qu'ils abattent quand même. Des rapports d'autopsie classés secret défense montrent qu'il a été abattu dans le dos, lui et ses compagnons. Son cadavre sera traîné, défiguré et coulé dans le béton afin d'empêcher d'une part que la population le vénère et montrer que le héros est bel et bien mort. Et à cette occasion-là, là on a une note des services de renseignement français qui diront, parce que ce sera une grande perte pour la population, tous les habitants ainsi que ceux des villages environnants étaient absolument consternés. Pour l'ensemble de la population Bassa, ce n'est pas seulement la disparition d'Ouniobé qui l'a faite, mais surtout la perte du seul chef susceptible de gouverner le pays et de le conduire vers la réalisation de ses aspirations. Pourtant, malgré la mort d'Ouniobé, le Cameroun n'en a pas fini avec la guerre, comme vous le verrez. Une autre région, le pays Bamileke, va faire l'objet de la colère et de la brutalité du pouvoir colonial. Donc ce sera aux orateurs ici présents de vous expliquer comment on en est arrivé à une telle situation. Moi je vais conclure donc, avant de laisser la parole aux artistes qui vont vous présenter un hommage artistique, un chanté et un oral à Ouniobé, je vais conclure avec le discours d'Ouniobé à l'ONU, qui dure même pas, c'est la seule archive
orale, la seule archive vidéo qu'on ait, qui ne dure vraiment pas longtemps, c'est 30 secondes. Je peux aussi demander à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs, et enfin la fixation d'un délai pour le droit de l'indépendance au peuple camerounais. Quelles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles